bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment important, la procédure de divulgation volontaire qui se prépare en Israël pour 2025. C'est une opportunité assez rare, il faut le dire, pour pouvoir régulariser des capitaux, que ça vienne de crypto-monnaies ou d'autres sources, et repartir sur des bases complètement saines. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, est-ce que l'une de ces situations parle à quelqu'un? On pense par exemple à des revenus locatifs qui ont dépassé le plafond, des plus-values sur des cryptos qui dorment tranquillement dans un portefeuille numérique, ou même un compte bancaire ou un bien immobilier à l'étranger. Si on se trouve dans un de ces cas de figure, il faut savoir que la situation, elle a radicalement changé. Et voilà, tout est là, dans cette phrase. C'est ça le cœur du sujet. Ça résume parfaitement la nouvelle réalité. L'idée qu'on pouvait, avant, passer sous le radar, c'est devenu une idée complètement dépassée. Avec les nouveaux outils dont elle dispose, l'administration fiscale resserre vraiment l'étau. La raison pour laquelle la donne a changé, c'est simple. C'est une véritable révolution technologique qui a eu lieu au sein de l'administration fiscale israélienne. Les vieilles méthodes, disons, pour essayer de dissimuler des revenus, ça ne fonctionne tout simplement plus. En fait, toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. D'un côté, il y a les accords internationaux comme FATCA et CRS qui font remonter automatiquement les infos de plus de 100 pays. Et de l'autre, en interne, le fisc croise maintenant toutes ces données avec celles de la sécurité sociale, des registres fonciers et même des sociétés de cartes de crédit. Des algorithmes super sophistiqués peuvent maintenant repérer la moindre petite anomalie. C'est une métaphore vraiment puissante parce qu'elle est juste, elle est exacte. Chaque nouvelle source de données, c'est un fil de plus dans ce filet qui devient de plus en plus dense. La possibilité de cacher les capitaux est tout simplement en train de disparaître. Maintenant, abordons un aspect un peu plus personnel, presque psychologique. C'est le grand paradoxe de l'argent non déclaré. Sur le papier, ça peut sembler être un succès, un trésor, mais dans la vie de tous les jours, c'est une toute autre histoire. Et ça, c'est un point absolument crucial. Cet argent, qui est censé apporter la sécurité, la liberté, il devient une source de peur constante. Impossible d'acheter la maison de ses rêves, de faire un gros investissement, sans avoir cette petite voix qui demande « Mais d'où vient l'argent? Quelle est l'origine des fonds ?» Ce qui était un succès devient en fait un fardeau. Cette comparaison, elle est parfaite pour illustrer ce décalage. La promesse de liberté se transforme en une peur au quotidien. La sécurité qu'on espérait devient une vraie limitation dans ses projets. Et ce qui devait servir à construire l'avenir devient un poids épuisant. On finit par vivre en dessous de ses moyens, toujours sur ses gardes. Et puis, cette question nous force à nous projeter. Il faut penser à la transmission. Est-ce qu'on lègue à ses proches une situation saine, une tranquillité d'esprit, ou est-ce qu'on leur laisse un dossier hyper complexe, une vraie bombe à retardement juridique, qui pourrait même, au passage, créer des conflits familiaux? Heureusement, face à ce tableau un peu sombre, il existe une solution. Une porte de sortie qui est offerte par les temps. C'est cette fameuse procédure de divulgation volontaire. C'est, en quelque sorte, une véritable bouée de sauvetage. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut vraiment le voir comme une sorte de traité de paix temporaire. Le principe est assez simple. On se présente de son plein gré, on met toutes les infos sur la table, on paie l'impôt qui aurait dû être payé à l'époque, et en échange, on obtient quelque chose qui n'a pas de prix. Et le voilà, le bénéfice le plus précieux, c'est l'immunité pénale, totale. Ça veut dire que l'État s'engage, noir sur blanc, à renoncer à toute poursuite pénale pour les infractions qui ont été révélées. La menace de la prison, un casier judiciaire, une réputation entachée, tout ça, c'est effacé. Bon, rendons les choses un peu plus concrètes. Qui exactement est concerné par cette procédure? On pourrait être surpris de voir à quel point les situations sont variées. Ça couvre un éventail très large de situations, vous voyez? Des revenus locatifs, ce qui est très courant, des plus-values sur des actions, un héritage qui contenait des actifs pas tout à fait déclarés, des revenus de freelance pour des clients à l'étranger, et bien sûr les fameuses plus-values sur les crypto-monnaies. Tiens, prenons l'exemple des revenus locatifs. Ce chiffre, c'est la clé. En 2024, si le loyer mensuel dépasse 5 654 shekels, eh bien la déclaration devient obligatoire. Beaucoup de gens l'ignorent, mais ignorer cette règle, c'est une infraction fiscale. Parlons des cryptos, c'est un sujet majeur. Pour le fisc israélien, la règle est très claire. Une crypto-monnaie, c'est un actif, comme une action, comme un bien immobilier. Ce n'est pas une devise. Du coup, quasiment n'importe quelle transaction devient un événement fiscal. Vendre contre des shekels, échanger contre une autre crypto, ou même acheter quelque chose avec. Et l'impôt qui en découle, il est précis, c'est 25% sur la plus-value réalisée. Le problème majeur pour ceux qui ont des cryptos, c'est que les banques refuseront de recevoir les fonds sans une attestation du fisc. La divulgation volontaire, c'est donc la seule et unique clé pour légaliser cet argent. D'accord, mais comment ça se passe en pratique? Le processus peut paraître un peu intimidant, c'est vrai, mais en réalité, il est très structuré. Voyons un peu les étapes qui mènent justement à cette tranquillité d'esprit.
Voilà un peu la feuille de route. Tout commence par une consultation, qui est bien sûr confidentielle. Ensuite vient la collecte de tous les documents, l'analyse et l'élaboration d'une stratégie. Une fois que la demande est déposée, une phase de discussion s'engage avec l'administration jusqu'à l'accord final qui garantit cette fameuse immunité. C'est un parcours qui demande de la rigueur et, idéalement, un bon accompagnement. On arrive à la conclusion. Et au final, tout se résume à un choix. Un choix fondamental entre deux chemins bien distincts, qui vont déterminer un avenir financier, mais aussi personnel. Le premier chemin, c'est celui de l'inaction. C'est continuer à vivre avec ce fardeau, avec cette peur, en espérant qu'il ne se passe rien, tout en sachant que le risque de sanctions sévères, il augmente chaque jour. Et puis il y a le second chemin, celui de l'action. Prendre ses responsabilités, saisir cette opportunité unique pour obtenir enfin une liberté, une tranquillité d'esprit bien réelle. Il faut vraiment bien comprendre que faire cette démarche, ce n'est pas un aveu de culpabilité. C'est même tout le contraire. C'est un acte de courage, de prévoyance. C'est reprendre le contrôle de son avenir et par la même occasion de celui de sa famille. Alors, voilà la question finale à se poser. Est-ce que ce capital, aujourd'hui, est un véritable outil au service de la liberté? Ou est-ce qu'il est devenu, au fil du temps, la cause principale d'une anxiété permanente? La réponse à cette question, elle déterminera le chemin à suivre.